Bonjour à tous, c'est toujours Audrey, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu le titre, donc on va tout de suite commencer. Je l'ai dit dans ma vidéo de retour que j'ai eu 2 enfants. Le premier, je l'ai eu en 2018 et j'ai accouché dans un hôpital public en région parisienne et c'était une maternité de niveau 3. Je vais vous faire un petit épilogue vite fait pour que vous puissiez savoir à peu près comment s'est passée ma grossesse. Je suis tombée enceinte en été 2018, ma grossesse s'est très bien passée. J'ai travaillé pendant 6 mois et de 6 mois à 7 mois et demi, j'étais en arrêt maladie. Enfin, à 7 mois, oui, jusqu'à 7 mois, j'étais en arrêt maladie. Les 2 dernières semaines avant le congé maternité, j'étais en congé pathologique. Et pour celles qui ne le savent pas, le congé maternité, ça dure à partir de 7 mois et demi de grossesse jusqu'à 2 mois et demi après l'accouchement. À partir des 6 mois, je suis restée donc à la maison. En plus, ça tombait en hiver, il neigeait pas mal, donc je sortais presque pas. Et en fait, de toute ma grossesse, j'ai perdu à peu près 10 kilos. Donc en fait, j'ai eu une grossesse très bien, pas de... Comment ça s'appelle ? Pas de diabète gestationnel. J'ai eu, je crois, 1 ou 2 varices sur les mollets. La veille de mon terme, je dormais tout simplement. Et en fait, dans mon rêve, j'ai commencé à sentir des douleurs. J'ai senti une douleur au niveau du bas-ventre qui a duré quelques secondes, après c'est parti. Et je me suis dit, bon, ça doit être dans mon rêve, j'en sais rien. Bref, j'ai pas forcément prêté attention. Sauf que quelques minutes après, ça recommence. Je me dis, attends, c'est bizarre. C'est à ce moment-là, je commence un peu à me réveiller vite fait. Et je me dis, elles sont bizarres ces douleurs-là. Et après, ça recommence. Là, je me lève, je me dis, bon, à ce moment-là, il était... Je sais plus quelle heure il était. Il devait être peut-être 3h du mat, 4h du mat. Je me lève et je me rappelle que pendant ma grossesse, j'ai fait des cours de préparation à l'accouchement où la sage-femme m'a bien expliqué que il faut avoir des contractions pendant au moins 1 heure à fréquence régulière, à peu près 5 minutes. Donc je savais que là j'étais partie pour attendre au moins 1 heure si c'était les vraies contractions. Parce que j'avais aussi peur que ce soit juste des contractions de faux travail entre guillemets et qu'après il se passe rien quoi. Donc je suis restée à la maison, je me suis levée, je suis sortie de la chambre. J'avais un gros ballon, vous voyez les ballons, je vous mettrai une photo quelque part là, là je pense plutôt là, je vous mettrai une photo. Et j'ai commencé à balancer dessus et tout ça. J'avais une application, je me rappelle plus laquelle. Je vous la mettrai en barre d'infos, une application qui m'a suivi tout le long de ma grossesse. Je trouve qu'elle est très bien, elle explique bien comment l'enfant grandit, le développement et tout ça, pas à pas. Je crois que c'est semaine par semaine. Il donne pas mal de conseils avec plein d'articles très sympas à lire. Et sur cette application-là, il y a aussi une partie qui te permet de compter comment ça veut dire ? Ça compte le temps que dure la contraction, l'intervalle entre 2 contractions et donc ils vous font après une sorte de récap sur 1 heure pour vous dire combien de temps dure la contraction. Je sais que normalement on conseille aussi de prendre un bain chaud, mais en fait les bains c'est pas mon délire, je vais être honnête, j'ai déménagé là, ça fait 1 an et demi, j'ai jamais pris de bain dans ma baignoire, mais jamais. Après c'est pas que j'aime pas les bains, mais que j'aimerais prendre un bain dans une grande baignoire. J'ai pas envie d'être dans une baignoire où mon ventre dépasse, mes cuisses dépassent, je suis comme ça, il y a de l'eau que jusqu'ici, moi ça m'agace. Je veux une grande baignoire où je suis tout immergée dedans. Et j'ai pas encore une grande baignoire comme ça. Donc je laisse passer le temps. Et au bout d'1 heure, je me dis bon ça y est, en plus les douleurs, elles commençaient à s'intensifier. Le sac qu'on amène à la maternité, il était déjà prêt. On a juste rassemblé les derniers petits trucs, chargeurs, brosse à dents et tout ça. Et on est arrivé à la maternité. Juste au cas où c'était pas un vrai travail, j'ai laissé toutes ces affaires-là dans la voiture. Et je suis allée m'enregistrer à la maternité. Donc quand on arrive, bien sûr, ils font faire le petit pipi dans un verre, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Et il faut prendre la tension. Et ensuite on m'amène dans une salle où j'ai été examinée par une sage-femme, je crois. Et elle me dit que je suis dilatée à 2 cm. Et elle me dit, bon bah vous pouvez ou rester là à attendre, mais si vous voulez que ça aille vite, le mieux c'est que vous alliez marcher. Il devait être peut-être 6h ou 7h du matin à ce moment-là. Je tourne, je marche tout le tour de l'hôpital, j'ai marché pendant presque 1 heure avec une monsieur à côté de moi bien sûr, parce que c'était un point où quand j'avais des contractions, je ne peux plus marcher. Il fallait que je m'arrête, que je m'adosse sur quelque chose, que je respire pour que ça parte. Une fois les 1 heure de marche, je reviens, on m'examine à nouveau et je crois que j'étais à 3 ou peut-être 4 cm. Et donc là, elle m'installe, elle me met les appareils de monitoring et on attend. Pendant ce temps-là, je supporte les contractions et revient peut-être 1 heure après et j'étais peut-être à 1 cm de plus, peut-être à 5 cm ou 4 cm et demi. Je continue à supporter les contractions et après ça, elle m'examine encore, j'étais je crois à 5 cm et demi, 6 cm. Elle me dit bon, si on veut que les contractions, le travail avance encore plus vite, l'idéal ce serait de vous percer la poche des os. Par contre, pour faire vous prévenir, si on vous la perce, les contractions seront plus fortes et ça fera encore plus mal. Est-ce que vous êtes
prête parce que tout ce temps-là, j'ai pas de péridurale. Donc, comment est-ce que vous êtes prête à continuer sans péridurale? Sachant qu'à la base, j'avais pour projet de naissance d'accoucher sans péridurale, mais j'étais pas complètement fermée à la péridurale. Je dis, bon, vous savez quoi, si même vous, professionnel, vous me dites que ça va faire plus mal et que là, je douille déjà, je prends la péridurale. Donc, on me met la péridurale, elle me perce la poche des os, et quand elle la perce, elle me dit, ah, votre bébé, il a fait caca. Elle me dit, ah d'accord, moi je pensais que c'était un truc normal. Mais en fait, plus tard, j'ai appris que quand le bébé fait caca déjà dans le ventre, c'est que, en fait, à un moment, il était en détresse, et dans ce cas-là, le corps expulse... je sais pas pourquoi ni comment le corps expulse le caca. Donc en fait le bébé peut faire caca, mais c'est pas forcément quelque chose de bien parce que ça veut dire qu'il a été en détresse à un moment. Donc elle perce la poche des os et aussi elle me pose une sonde urinaire parce qu'elle m'explique que si la vessie est vide, ça va aussi faciliter la descente du bébé. Elle fait ça et elle revient 1 heure après, elle m'examine, elle me dit vous êtes à 5 cm et demi, 6 cm. Et en fait elle m'explique que le col qui doit s'ouvrir tout seul, il a commencé à s'ouvrir. Et normalement la tête du bébé doit venir appuyer sur le col pour qu'il continue de s'ouvrir. Mais la tête de mon fils sa tête était encore en haut en fait. Donc elle m'a dit bon on attend encore 1 heure et si ça avance pas par contre il faudra envisager une césarienne. D'accord, bon, je m'étais préparée aux deux, même si j'avais pour préférence d'accoucher par voie basse. 1 heure après, elle revient, elle m'examine, pas d'évolution, elle me dit, bon bah je vais voir le docteur, mais je pense que ce sera une césarienne. Tout à coup, 2-3 personnes débarquent dans la chambre, on m'examine encore, et juste pour vous dire, mais je ferai une vidéo spécialement là-dessus, les petits trucs qu'on ne dit pas, l'examen là, pour voir à combien de doigts vous êtes, ça fait mal. On en parlera dans une prochaine vidéo. Et donc le médecin m'annonce, bah madame, ça fait plus d'1 heure qu'on a percé la poche, qu'on a fait tout pour que le travail avance, mais ça avance pas. Certes, votre bébé n'est pas en détresse, mais on a déjà trop attendu. Là, c'est le moment où vous faites une césarienne, donc ce sera une césarienne d'urgence. Clairement, j'étais... Au début, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? J'insiste un peu ou quoi? Après, j'ai dit, tu sais quoi, si les médecins te le disent, ça sert à rien de vouloir absolument accoucher par voie basse. Le plus important, c'est que le bébé va bien. C'est ce que je me suis dit dans ma tête pour me convaincre et surtout pour ne pas pleurer parce que clairement, j'étais à ça de pleurer. Donc, bien sûr, pendant tout ce temps, monsieur était là à côté de moi. 2018, il n'y avait pas encore le Covid et tout ça là, donc voilà. Et vu que j'avais déjà la péridurale, et ben on me prépare pour m'emmener au bloc. Je ne saurais pas vous dire exactement ce qui s'est passé, mais on va dire, à un moment, je dois faire le transfert du lit de la chambre au lit du bloc. Sauf que comme j'ai la péridurale et que tout le bas de mon corps est anesthésié, ça clairement je sens rien et j'arrive pas à bouger en fait. Ils me disent mais madame soulevez les fesses, poussez-vous comme ça, mais j'y arrive pas. Et j'ai l'impression qu'ils comprenaient pas. Déjà ça m'a agacé. Mais bon, voilà. Donc j'arrive sur le fauteuil et en fait on m'attache les bras comme ça. Mais genre après c'était pas serré, mais on me met comme ça et on m'attache les bras. Je sais pas déjà comment ça, moi je pensais que j'allais être normale. Donc déjà la position moi je la trouve bizarre. Donc t'es là comme ça, on met le drap bleu devant toi. Et puis d'un coup, elle voulait me dire, bon, je vais inciser. J'ai dit, parce qu'il y avait une personne de l'autre côté du rideau derrière moi. J'ai dit, excusez-moi, je préfère ne pas savoir les étapes. D'accord. Donc, elle fait ce qu'elle a fait. Et à un moment, comment je vais dire, moi, je pensais que j'allais juste sentir qu'on bougeait et puis j'allais sortir le bébé. Mais non. À un moment, il y a une dame qui vient par-dessus moi. Elle appuie sur mon ventre. Mais ça, je vais pas dire que ça faisait mal, mais pas trop. Mais c'était surtout grave gênant, en fait. Parce que déjà j'avais un ventre énorme, mais mis à part ça, enfin, je m'attendais pas à ça. Donc sans me prévenir, elle vient, elle appuie, elle dit madame poussez un peu, poussez. Elle appuie genre fort. Et à un moment le médecin, je sens qu'il... En fait je sens que mon corps qui bouge comme ça. Donc t'es comme ça, tu sens ton corps, ton ventre qui fait ça. Je me dis oh là là, qu'est-ce que c'est en train de me faire? Et là le médecin il sort le bébé, il dit ouh, ça c'est un bébé de plus de 4 kilos ça. Je me dis ah d'accord. Et c'est vrai que pendant... le suivi de ma grossesse, on m'a dit que mon fils allait être gros qu'au maximum, il allait faire peut-être 3,8 kg, 4 kg grand max. Donc là, elle le sort et moi, je m'attendais à ce que dès qu'elle le sort, bah, je sais pas, elle le soulève, elle me le montre ou alors elle emballe vite fait et on me le ramène. Mais non, elle le soulève et puis après, ils partent avec le bébé, ils disent « Oh, vous inquiétez pas, on va le nettoyer un peu et après, on vous le ramène. » D'accord. Donc le chirurgien qui est de l'autre côté, il continue à faire son travail. À partir de là, je sentais plus rien. Je sentais pas quelque chose qui rentrait ou qui sortait. Il n'y a plus personne qui me touchait bizarrement. Sauf qu'à partir de là, je sens que je commence à trembler. Donc t'es comme ça. Je sens que je commence à trembler, je commence à claquer des dents et j'avais froid, mais d'un coup. Déjà que dans le bloc c'est froid, mais j'avais super froid.
Et pendant tout ce temps-là, j'ai pas vu mon fils. À un moment, je demande excusez-moi, je peux voir mon bébé. Il me dit oui, oui, vous inquiétez pas, il arrive. On est en train de le nettoyer et tout. On va vous le ramener. Je demande encore une deuxième fois. Excusez-moi, je peux voir mon bébé s'il vous plaît. Oui, oui, vous inquiétez pas. En fait, elle m'a répondu un peu comme si elle était agacée en mode ouais, je t'ai dit que ton fils il arrive. Mais bon, ça c'est autre chose. Et donc à un moment, ils viennent avec mon fils. Ils lui ont mis le petit bonnet là, ils l'ont emmailloté. Désolé pour le bruit. D'ailleurs, je me suis consciente. Voilà. Donc ils l'ont emmailloté et donc il me le ramène, donc j'étais comme ça, il me ramène sa tête, il comme ça, il dit regardez votre bébé, faites-lui un bisou. Là, déjà mon fils, je l'ai vu, j'ai fait ça. Maintenant que j'y pense, j'étais une gamine, mais j'étais dans un autre état d'esprit à ce moment-là. C'était entre comment je me sentais, j'avais froid, je tremblais. Tu sens qu'il y a quelqu'un de l'autre côté qui fait des trucs, mais on te dit pas ce qu'il fait. Après, c'est moi qui ai demandé à ce qu'on me dise pas, mais j'imagine bien. Ça fait pas mal, mais je sentais qu'il se passait des trucs, donc c'est pas agréable du tout. Il me ramène mon fils, et moi, en fait, pendant toute ma grossesse, c'est une des erreurs que j'ai faites, c'est que j'ai imaginé à quoi pouvait ressembler mon fils. En plus, il y a même des applications, il y a même des applications qui font ça. Vous mettez la photo de vous et votre chérie et ils vous font un petit schmilblick et ils vous montrent à quoi va ressembler votre enfant. Et mon fils, il ressemblait pas du tout, mais alors pas du tout à ce que j'avais imaginé. Il était gros, il avait un gros visage, il avait les yeux bridés, tout petit, bref, il était bizarre. Il était pas comme j'avais imaginé. Donc quand ils me l'ont montré, sachant qu'ils me l'ont pas montré tout de suite, à un moment dans ma tête, je me suis dit attendez, t'es sûr que c'est mon enfant ça? Ça c'est ce que je me suis dit dans ma tête. Et évidemment, j'ai même pas fait de bisous tellement j'étais comme ça, j'étais là. Et si tu avais fait un bisou, j'étais là comme ça. En plus, c'est que le bras comme ça, j'étais là. Bref, c'était trop bizarre. Et je voulais te préciser, monsieur n'était pas dans la salle d'accouchement avec moi. Lui, il était de l'autre côté. Vous voyez, quand on sort le bébé et qu'on l'emmène quelque part pour le nettoyer, lui, il était là-bas. Et en fait, c'est lui il a fait les vidéos et tout ça. Il n'a pas fait de peau à peau, rien du tout. Et au moment de peser l'enfant, il pèse. Et ils disent, monsieur, 4 kg 623. Très exactement. Je me dis, putain de merde. Donc moi, un ami, Misso, j'ai accouché à un enfant de 4 kg 623. En fait, sur le coup, je ne le savais pas. En salle d'accouchement, en salle d'opération, je ne le savais pas. Donc ils le préparent et tout ça. Et en fait, ils me l'ont juste montré à ce moment-là. Ça a duré quoi 10 secondes. Après, ils sont partis avec lui. Mais je l'ai quand même entendu pleurer. Quand il est sorti du ventre, je l'ai entendu pleurer. Et donc, après tout ça, on m'amène dans la salle de réveil. Et à ce moment-là, j'avais tellement froid. J'arrêtais pas de dire, il y avait je sais pas si c'est un brancardier ou un infirmier, j'en sais rien, qui était avec moi, celui qui était derrière moi au moment de l'opération. Et j'arrêtais pas de dire, j'ai froid, je claque des dents. Et je crois qu'à un moment, je contrôlais plus trop. Je me suis mordu la langue, je me suis mordu les joues. En fait, mes dents, c'était incontrôlable. Je claquais des dents. Et ça, je savais pas pourquoi. Et donc, on m'amène dans la salle de réveil. Je me suis tellement plaint qu'en fait, il m'a mis une souffleuse d'air chaud au niveau de mes pieds. Et ça m'a fait un bien fou. J'ai pu dormir un peu vite fait. Je me suis apaisée parce que j'étais stressée. En fait, je comprenais pas l'état dans lequel j'étais. Et ça faisait que j'étais pas bien. Et en fait, pendant que j'étais en salle de réveil, il y a une infirmière, je pense, qui venait de temps en temps et elle appuyait sur mon ventre. Et quand elle appuyait sur mon ventre, elle enlevait, bon là ça va être un peu TMI, hein, elle enlevait les serviettes hygiéniques qu'il m'avait mises. En fait, je voyais qu'elle portait comme ça, il y avait du sang, des caillots, bref, plein de trucs. Et en fait, elle faisait ça à peu près à intervalle de toutes les 30 minutes. Elle venait, elle appuyait sur mon ventre et puis elle enlevait et partait avec. Et en plus, à un moment, je sais pas si je dois dire la pauvre ou moi la pauvre, je pense qu'elle était en pause déjeuner, elle mangeait. Et en fait, elle venait des fois la bouche pleine, en train de mâchouiller les derniers trucs qui lui restaient dans la bouche, en train d'enlever des trucs comme ça. Je lui dis, mais même elle, comment elle fait pour... Donc, tout ça pour dire que je suis arrivée à l'hôpital vers 7h, 6h et j'ai accouché, il était 19h et quelques. Et donc, après 2 heures passées dans cette salle de réveil, on me remonte dans ma chambre et c'est là que je vois monsieur Synchro qui arrive avec le bébé dans la sorte du petit berceau qui donne dans les hôpitaux. J'avais une chambre seule et j'étais dans les vapes. J'étais clairement dans les vapes. Je m'en foutais de mon fils, je m'en foutais du monsieur qui était là. J'ai juste envie qu'on me laisse tranquille en fait parce que j'étais pas bien. Psychologiquement, physiquement, j'étais dans un état que j'avais jamais connu auparavant, donc j'étais vraiment pas bien. Et donc après ça, je passe la nuit, interdiction de se lever, j'ai toujours la sonde urinaire. Et donc toute la première nuit, c'est monsieur qui s'est occupé du bébé, faire l'échange et tout ça. Normalement, il devait pas pouvoir rester, mais il est resté parce qu'en fait, ils étaient en manque de personnel et que ça les arrangeait bien qu'il reste.
Et en fait, c'est le lendemain qu'ils m'ont enlevé la sonde et que j'ai pu me lever pour aller faire pipi, prendre une douche. Et donc voilà. Donc si je dois faire un petit résumé de cette première césarienne, c'était horrible, mais pas physiquement, mais plus psychologiquement. Parce qu'il y a tellement de choses, je vais faire une petite liste, là, il y a tellement de choses qu'on ne nous dit pas. Déjà la première chose, c'est que la césarienne, j'entendais souvent je regardais souvent l'émission La Maison des maternelles. Et dans cette émission-là, je me rappelle, il y a une femme un jour qui a dit qu'elle avait accouché par césarienne et qu'elle avait l'impression qu'on lui a volé son accouchement. Sur le coup, je me suis un peu moquée d'elle, je vais être honnête. Je me suis dit, vas-y, les gens ils dérangent. Césarienne, pas césarienne, tant que l'enfant il va bien, il n'y a pas de quoi chipoter quoi. Mais en fait, une fois que j'ai eu cette expérience-là, j'ai compris ce que cette dame-là voulait dire. C'est-à-dire, en fait, tu fais rien, t'es attaché comme ça. C'est même pas genre t'as tes mains, non, t'es attaché comme ça, on fait tout, à un moment on te ramène l'enfant. Il est là. Et tu te dis, mais attends, moi j'ai participé en quoi là-dedans? En fait, j'étais presque une spectatrice en fait. Pourtant, tout se passait sur moi, mais j'étais une spectatrice. Et en plus, le fait que quand j'arrive au bloc, les professionnels qui étaient là, ils parlaient de leur vie, de leur journée, de leurs vacances. Ah tiens, elle a eu son week-end. Ah tiens, moi je suis allée là. C'est quelque chose, ça me mettait pas dans je vais dire une bonne ambiance, mais ça me mettait pas dans un bon contexte. Et en plus, le fait qu'on m'expliquait rien, le fait que je commence à trembler d'un coup, j'ai froid d'un coup, moi je sais pas, peut-être que je fais une réaction allergique, peut-être qu'il y a un truc qui se passe, donc je ne sais pas, il m'explique pas. Et comment je veux dire, le fait que, oui, quand tu es enceinte, on te prépare à ce que tu peux accoucher par voie basse ou par césarienne, mais dans ma tête, moi je me suis dit, il n'y a aucune raison que j'accouche par césarienne. Je suis jeune, j'ai pas de soucis de santé spécialement. En plus, j'ai de grosses hanches. On dit chez nous que quand tu as des grandes hanches, des grosses hanches comme ça, c'est que comment dire, t'as un gros bassin, donc l'enfant il va passer tranquillement. Mais en fait, que nenni. Ma deuxième césarienne, c'était donc en janvier 2021. Donc là, récemment. Donc la grossesse, cette fois-ci, je me suis arrêtée tôt, je me suis arrêtée à 3 mois. Après, il y a eu le confinement, après je suis allée en arrêt maladie, parce qu'en plus, cette grossesse-ci, elle était un peu plus compliquée. C'était pas en mode je vis ma best life comme pour mon fils, c'était bizarre, j'étais beaucoup plus fatiguée. Bah déjà ça c'est normal parce que en tout cas mon médecin me l'avait dit, attendez-vous à ce que cette grossesse-ci, vous soyez un peu plus fatiguée parce que, pardon, vous devez prendre soin de vous, il y a la grossesse qui est fatigante de base, et en plus vous devez vous occuper de votre premier fils à la maison. Donc si vous travaillez, le fait d'aller travailler, vous êtes fatigué, vous rentrez, vous occupez du grand frère, vous occupez peut-être de la maison et tout ça, vous allez être beaucoup plus fatigué. Donc si vous vous retrouvez dans des états d'extrême fatigue, arrêtez-vous avant. Arrêtez-vous, c'est-à-dire à la maison, déléguez beaucoup de choses. Et clairement, vous attendez pas à vivre exactement la même chose. Parce qu'il me l'avait dit pour ma première grossesse, je vous ai presque pas vu, c'est bizarre ça quand même. Vous vivez votre best life, oui, moi j'ai dit, j'avais aucun problème. Mais là, pour la deuxième, j'étais fatiguée. J'avais des envies de bouffe, bon, bizarre, oui. Bon, pour le premier aussi, mais là c'était plus fort en fait. Et mis à part ça, j'ai eu des varices sur les jambes, là j'en ai eu beaucoup plus que pour mon premier fils. Et elles étaient douloureuses en plus. Et surtout les bagues de contention qu'on demande de mettre aux femmes enceintes, je ne les ai pas mises dès le début, je les ai mises à l'apparition des varices. Et contrairement à la première grossesse, cette fois-ci j'ai été suivie à l'hôpital du début à la fin, c'est-à-dire dès la première échographie qu'il faut faire jusqu'à la fin. Alors que pour mon fils, j'ai été suivie à l'extérieur par une sage-femme. Et sincèrement, en comparaison, ça n'a rien à voir. Le mieux, moi je trouve, c'est de se faire suivre par une sage-femme à l'extérieur. En tout cas, par rapport à l'hôpital où je suis. Peut-être que dans d'autres hôpitaux, ça se passe différemment. Mais j'ai aussi une amie qui est enceinte actuellement, qui elle est suivie à l'hôpital. Et en fait, je trouve que l'expérience est bien. Et je pense que le suivi n'est pas pareil quand c'est une première grossesse et quand c'est une deuxième. En tout cas, pour moi, il y avait une grosse différence. Et donc, pour ma fille, cette fois-ci, vu que je savais que mon fils il avait fait 4 kg 600 mois, je savais qu'il y avait de grandes chances que ma fille aussi soit grosse. Et vu la longueur de mon ventre, je vous mettrai des photos, j'étais sûre que ma fille, elle allait faire au moins 4 kilos. Et en fait, vers la fin, j'étais fatiguée, clairement. Et quand j'allais voir, c'était quoi, un gynécologue obstétricien, voilà. À la fin, j'essayais un peu d'insister en mode, ouais, pourquoi pas la césarienne. Tout lui, il était là, non, on va peut-être essayer par voie basse et tout. En plus, c'était un noir, donc je pense que ça a un peu influencé cette façon de voir les choses, du fait
de vouloir insister pour la césarienne. Enfin, non, pour l'accouchement. Le fait de vouloir insister pour l'accouchement par voie basse. Par voie basse. Normalement, c'était prévu que j'accouche début février. Mais en fait, j'ai tellement insisté, et même la dernière échographie, on a vu que ma fille, elle était de travers. En fait, elle avait la tête à gauche, les fesses à droite, alors que normalement, elle doit avoir la tête en bas et les fesses en haut. Et donc, au vu de tout ça, on a prévu une césarienne le 19 janvier. Ma fille, elle était le 19. Le 19 janvier. Et donc, en fait, le 19 janvier, j'avais rendez-vous je crois à 7h30, un truc du genre. Vers 1h du matin, je suis réveillée encore une fois par des contractions. Je me dis, bon, d'accord, ce serait quand même bizarre que le jour prévu de la césarienne, c'est là que mon travail commence. Contraction, je refais comme la première fois, le petit ballon, je sautille dessus. Et j'avais trouvé une petite chorégraphie pour faire passer les contractions. Je tortillais un peu comme ça et je respirais en même temps. Et ça m'aidait à... Vu que je bougeais et que j'essayais de mettre mon esprit sur ma position, sur mes mouvements, ça me faisait passer les contractions un peu plus cool. Ça faisait quand même mal, hein, mais bon, ça passait quand même un peu plus cool. Donc je supporte comme ça pendant 1 heure à la maison. Ensuite, j'appelle la maternité, ils me disent, bon, vu que vous étiez prévu de toute façon, bah, venez et puis on fera votre enregistrement plus tôt. D'accord, j'arrive à l'hôpital, toujours le petit pipi dans le verre, je sais pas quel test ils font. La prochaine fois, je demanderai. Prise de tension, une sage-femme arrive, elle fait l'examen, elle me dit, madame, vous êtes ouverte à 3 cm. Je dis, ah d'accord, le travail a déjà commencé. Et elle me dit, oh oui, je sens la tête du bébé. Donc contrairement à mon premier fils qui, lui, sa tête, elle appuyait pas, là, ma fille, sa tête, est passée en fait. Et je voulais préciser, mon fils, il a une grosse tête, mais quand je dis, sa tête, elle prend de la place. Alors que ma fille, elle a une tête beaucoup plus petite que mon fils. Et donc, elle fait une échographie. Et en fait, vu que j'ai dit que la dernière échographie, elle était de travers, et là, elle fait une échographie, elle me dit, bon, en fait, elle a la bonne place, votre fille, elle est bien positionnée, d'accord. Donc, la meuf a plus de 8 mois, elle s'est retournée, j'ai rien senti, je sais pas à quel moment elle a fait ça. Et donc, elles me disent, bah, vu que elle a l'air quand même pas mal grosse, parce qu'ils ont fait une estimation de poids à la dernière échographie, et c'était aussi estimé dans les 4 kilos. Et vu que j'avais déjà été césariée, je sais pas si on dit ça comme ça, césarisée, bref, j'avais déjà eu une césarienne. Donc mon utérus était fragile, il pouvait pas me, comment dire, pas me laisser accoucher par voie basse, mais presque, c'était délicat parce que mon utérus risquait tout simplement de craquer, quoi. Et donc c'est comme ça qu'ils me disent, bon bah même si le travail a commencé, on va quand même faire la césarienne qui était prévue parce que il y a un risque de, je crois qu'ils appellent ça risque de macrosomie, bref, il y a un risque que le bébé soit gros, quoi. Donc on me prépare pour le bloc, et cette fois-ci, bah, la péridurale, on me l'a fait une fois dans le bloc. Donc j'arrive dans le bloc, on me fait la péridurale, cette fois-ci ça m'a fait mal, alors que la première fois j'avais presque rien senti. Et là, cette fois-ci, ça m'a fait mal, surtout que normalement, il y a quelqu'un, un professionnel qui vient se mettre à côté de vous, qui vous tient les épaules pour que vous ayez le dos rond et tout ça. Là, il me disait juste, madame, baissez-vous, arrondissez le dos, faites comme ça, faites comme ça. Après, peut-être que les mesures de Covid font ça, mais ouais. Donc, c'est une fois dans le bloc, sur le lit du bloc, qu'on m'a fait la césarienne, la péridurale. Et donc, ça m'a fait vraiment... Là j'ai senti les gens qui disaient que ça faisait mal, parce que après ma première césarienne, je comprenais pas les gens qui étaient là en mode ouais, non, mais ça fait super mal et tout, une longue aiguille comme ça. Là j'ai senti l'aiguille rentrer, c'était... Et je pense que la première fois, il m'avait fait une anesthésie cutanée, donc j'avais pas senti pour ça. Alors que là, je crois pas qu'il m'ait fait l'anesthésie cutanée. Après, ils étaient aussi pressés par le temps parce que le travail continuait à avancer et mon col continuait à s'ouvrir. J'ai gardé le masque tout le long, même dans la salle d'opération. Et avec quelqu'un toujours derrière moi quand ils ont mis le petit truc. J'ai dit encore une fois que je ne voulais pas savoir les étapes. Et cette fois-ci, il n'y a pas eu besoin d'appuyer sur mon ventre. Ils parlaient pas trop, donc moi ça me plaisait parce que d'entendre leur truc perso, sérieux, ça m'intéresse pas du tout. Et justement là, j'ai osé poser des questions. Je disais, oh, j'ai mon nez qui gratte, il m'a gratté le nez. Et à un moment, enfin, je sais plus quel genre de questions je posais, mais en tout cas, j'osais poser des questions à la personne qui était derrière moi. Donc, elle fait le truc. À un moment, elle sort ma fille. Elle dit, ouh, ça c'est un bébé de plus de 4 kilos. Ça. Je me dis, oh là là. L'histoire recommence. Donc, elle sort ma fille et elle pleure juste un peu vite fait. Elle fait un petit cri vite fait. Et là, tout de suite, il l'emmène. Et encore une fois, je demande, je peux avoir la petite? Ils disent, oui, oui, vous inquiétez pas, on va juste la nettoyer un peu et tout, et on vous la ramène. D'accord. Comme je connaissais déjà le discours, j'ai posé la question une fois, après, j'ai pu poser la question. Et donc, juste après, justement, c'est là que je commence à ressentir que
Juste comme ça, et je tremble, je commence à avoir froid. Je dis, monsieur, c'est normal, je tremble et je commence à avoir froid. Il me dit, oui, oui, c'est normal, en fait, c'est le médicament qu'on vient d'injecter. Une fois l'enfant sorti, on vous injecte un médicament qui font ces réactions-là. C'est là que je comprends qu'en fait, la première césarienne, ils auraient très bien pu me l'expliquer. Mais non, ils l'ont pas fait. Donc, je sens le truc qui tremble, ils finissent leur truc en bas. Sachant qu'après ma première césarienne, ma cicatrice avait gonflé. Parce que j'ai une peau à tendance kéloïdienne. Donc je fais des kéloïdes, un peu comme là sur mon oreille après un piercing, là aussi. En gros, j'ai une peau qui surcicatrise. Donc si je me fais une coupure, ma peau va cicatriser une fois et ça va cicatriser encore et encore et encore et ça va gonfler en fait. Donc ils ont enlevé toute cette surcicatrisation. Ils ont réouvert exactement au même endroit où j'avais été opérée pour mon fils. Donc si vous posez la question... Normalement, si vous avez déjà une première césarienne, la deuxième, ils ouvrent au même endroit pour ne pas vous faire plusieurs cicatrices. Donc, une fois qu'ils m'ont fermé, ils m'emmènent en salle de réveil. À ce moment-là, j'ai toujours pas vu ma fille et je sais toujours pas ce qui se passe. En salle de réveil, je demande oui, alors ma fille et tout. Et c'est là qu'on me dit, bah, votre fille, en fait, elle a respiré ou ingurgité un peu de liquide amniotique au moment de la sortir. Donc, il faut qu'on fasse sortir tout ça, qu'on la ventile. Et une fois que ce sera fait, monsieur viendra vous voir avec la petite. Ça, c'est ce qu'on me dit en salle de réveil. Je dis bon, d'accord. Et donc, en salle de réveil, cette fois-ci, on appuie encore sur mon ventre. Mais cette fois-ci, on m'explique. On m'explique qu'en fait, on appuie pour faire sortir le sang. Et en fait, vous allez rester ici jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il n'y a plus de sang qui sort. Parce que s'il y a encore du sang qui sort après un certain temps, ça veut dire qu'il y a une hémorragie. Et dans ce cas-là, on va vous ramener dans le bloc. Mais si tout se passe bien, vous remonterez après dans votre chambre. Donc là, je comprends ce qui se passe. Donc elles viennent, elles appuient, elles regardent, elles m'expliquent et tout. Et elles essayent de faire bouger mes jambes en même temps. Donc elles touchent mes jambes, elles disent est-ce que vous sentez? Essayez de bouger vos orteils. Au début, j'y arrive pas du tout. Et je suis dans les vapes. Et après, au fur et à mesure, j'arrive à sentir mes pieds, j'arrive à bouger un peu vite fait. Et comme j'arrêtais pas de me plaindre que j'ai froid, cette fois-ci, ils m'ont encore remis le truc soufflant là. Et heureusement que ça existe, sinon je sais pas dans quel état j'aurais fini. Donc en fait, ils mettent une sorte de couverture sur moi avec un drap. Et par mes pieds, ils mettent comme une souffleuse, quoi, mais ça souffle de l'air chaud. Donc ça fait énormément de bien. Donc si vous vivez une expérience similaire, n'hésitez pas à demander au personnel médical de vous mettre une souffleuse pour que vous ayez moins froid. Et donc après 2 heures, je sais que je sentais mes jambes, je levais mes jambes, je baissais mes jambes, donc ils m'ont dit on va vous ramener dans votre chambre. À ce moment-là, j'ai toujours pas vu ma fille. Et je demande pas parce que je me dis s'ils l'ont pas ramenée, c'est qu'il y a une raison. Et plutôt que de poser 15 000 questions et que A me disent en fait elle est là, B me disent parce qu'ils ont jamais le même discours en plus, donc voilà. Je me suis dit je vais attendre d'être dans ma je vais attendre d'être dans ma chambre et une fois que je serai dans ma chambre là, je pourrais demander aux infirmières où est passée ma fille. Et à ce moment-là, j'ai pas de nouvelles de monsieur non plus parce que j'ai pas de nouvelles. Donc un brancardier vient me chercher, il me ramène dans ma chambre et je pensais trouver monsieur et le bébé dans ma chambre. Et j'arrive dans ma chambre, il n'y a rien. Ni mes effets personnels, ni monsieur, rien du tout. Et j'ai toujours de la sonde urinaire. J'arrive dans la chambre et je crois qu'elle me ramène de l'eau. Oui, on ramène de l'eau, mais vous pouvez boire et on va vous donner à manger pour le soir. Je dis d'accord, de toute façon à ce moment-là, j'avais pas faim. Donc, je vois qu'il n'y a personne, je m'embrouille, en fait, ma fille, elle est où? Ils disent, oh oui, en fait, on a dû l'emmener en néonat parce que vu qu'elle a aspiré un peu de liquide, il a fallu le retirer. En fait, son taux d'oxygène était vraiment très bas. Donc, on a dû lui donner de l'oxygène, l'aider à respirer de façon artificielle. Et ça se fait en néonat. Mais vous inquiétez pas, on essaiera, vous allez peut-être pouvoir la voir ce soir ou plutôt demain. Elle me dit plutôt demain pour que vous puissiez peut-être marcher, vous lever pour y aller avec quelqu'un. Et à ce moment-là, pas de nouvelles de monsieur, rien. Je dis d'accord. Je reste dans la chambre, j'essaie de dormir, mais c'est compliqué, j'arrive pas à dormir. En plus, je suis en maternité, donc j'entends des bébés qui pleurent de partout. Et moi, je suis là, j'ai pas ma fille. Après, j'étais pas inquiète parce que je me suis dit, dans ce genre de cas, si je m'inquiète, ça va rien changer. Ça va juste faire en sorte que je vais m'inquiéter, j'aurai pas de réponse. Et je vais déranger le personnel qui est déjà très occupé. Donc, rassure-toi en te disant qu'elle est entre de bonnes mains. Juste avant le repas, il est venu. Et en fait, il m'a expliqué ce qui s'est passé, que après la césarienne, ils se sont rendus compte qu'elle avait aspiré, elle avait respiré ou avalé, je sais pas, du liquide. Il fallait l'enlever de son corps. Et en fait, il a filmé le petit examen qu'on fait à l'enfant quand il vient de naître. C'est-à-dire, on essaie de le faire marcher. Bref, ils font plein de petits trucs. En fait, ma fille, elle n'y arrivait pas parce qu'elle n'avait pas assez d'oxygène.
Et donc, c'est pour ça qu'elle est en néonate. Et après, je crois que c'était avant le dîner, toujours, une sage-femme ou une infirmière arrive et en fait, elle me dit, madame, il faut se mettre debout et aller faire pipi, je crois. Oui, il faut se mettre debout, on va vous enlever, je vais vous enlever la sonde et vous devez vous mettre debout. Je me dis, hein? Je dis, mais c'était pas comme ça pour mon fils en 2018. Elle me dit, oui, les choses ont beaucoup évolué. On s'est rendu compte que la convalescence se fait plus rapidement si la personne se met debout, la femme qui vient d'accoucher se met debout le jour même. Moi, je pensais que c'était mission impossible. En fait, si, j'ai réussi, mais en fait, c'était bizarre parce que je m'y attendais pas. Donc, je me mets debout. Je fais pas quelques pas, juste elles me disent de me mettre debout, de m'asseoir sur la chaise qui est à côté et puis de me remettre debout. Est-ce que je suis allée faire pipi? Vous voyez, je sais même pas si je suis allée faire pipi. Enfin bref. Après le repas, je crois, elle me propose donc d'aller voir ma fille. Et elle m'a dit, vous pouvez y aller quand vous voulez, à l'heure que vous voulez. C'est ouvert H24 pour vous si vous voulez aller voir votre fille. Donc je suis accompagnée par monsieur et par une infirmière, je crois, ou une sage-femme. Et en fait, ma fille, elle était dans une petite couveuse. Elle avait... C'était trop mieux, là. Ils ont mis des petits trucs en forme de nuage là pour tenir son truc d'oxygène. Il fallait que sa saturation, je crois, en oxygène soit à 100%. Et en fait, j'ai oublié le petit détail. Ma fille, quand elle est née, elle aussi faisait 4,6 kg. Donc 3 grammes de moins que le frère, mais on va dire presque le même poids, quoi. Et donc c'est pour ça qu'ils ont privilégié l'accouchement par césarienne, même si le travail commençait, que sa tête descendait bien et tout ça. Et donc voilà en gros comment ça s'est passé pour ma césarienne. Et ensuite, après la césarienne, bon, on reste à l'hôpital. Moi je suis restée 5 jours, tout comme la première fois. Pendant ces 5 jours-là, bah, le personnel s'occupe de bien nous doser en médicaments pour que la douleur ça passe. Parce que sérieux, c'était dur. C'était dur. Le après césarienne, c'était dur parce qu'il y a des moments où j'avais tellement mal. En plus, avec l'allaitement qu'on essaye de mettre en place. Moi, ça va avec le Covid et tout. Je m'étais acheté un tire-lait portatif sur AliExpress. Je vous mettrai peut-être une photo ou le lien directement en barre d'infos. Mais je vous ferai une autre vidéo dans laquelle je vous mettrai un peu tous les petits objets que j'ai ramenés à la maternité qui m'ont beaucoup aidé. Donc en plus d'essayer de mettre l'allaitement en place, j'avais mal de partout. Après, ils nous incitent à beaucoup marcher parce que c'est ça qui va faciliter aussi le fait qu'on va récupérer. Et sincèrement, j'étais pas bien. J'étais pas bien pour cette deuxième césarienne, mais je pensais que c'était le pire. Mais en fait, non, le pire est venu après quand je suis rentrée à la maison. Ça fera l'objet d'une autre vidéo aussi. Donc en conclusion, pour ces 2 césariennes, les 2 expériences, comme vous avez pu le voir, c'était complètement différent. La première césarienne, je l'ai très mal vécue. Surtout le après, le post-accouchement, le postpartum. Là alors, c'était la cata. La première fois, je me rappelle, j'ai eu beaucoup de mal clairement, je peux dire, à aimer mon fils. Parce qu'en fait, je faisais les choses de façon automatique. Je m'occupais de lui, mais parce qu'il fallait le faire. Je le changeais, je lui donnais le biberon, je donnais le sein. Mais je jouais pas avec lui, je lui parlais pas. J'ai commencé à lui parler. Peut-être 1 semaine, 10 jours après le retour à la maison, je lui parlais. Quand je dis je lui parlais pas, je lui parlais pas. Et en fait, je me suis rendu compte un jour où j'étais en train de le changer et je me suis dit, mais attends, il était en train de pleurer. Je me suis dit, mais pourquoi tu n'essayes pas de chanter une petite chanson pour le calmer? C'est là que j'ai commencé à chanter une chanson. Mais c'était même pas avec le cœur, je le faisais juste pour qu'il se taise. Mais c'est là que... Bon, on n'en parle pas assez, mais le postpartum, ça peut être un truc de malade. Parce qu'en plus, avec la chute des hormones, j'étais pas bien. Je passais mon temps à pleurer pour un rien. J'étais vraiment pas bien. Et mon fils, je sais pas, je pense qu'il le ressentait. Et c'était un bébé super calme. Mon fils, il pleurait presque jamais. Il pleurait que s'il avait faim. Quand il avait fait caca et quand il voulait dormir. Et encore, s'il pleurait genre 2 minutes, tu t'intéresses pas à lui, il va se calmer. Il va s'endormir tout seul. Enfin... C'était une crème. Moi, j'étais dans un état, mais j'étais déplorable. Et là, pour ma fille, le postpartum, oui, j'ai pas mal chialé aussi quelques jours après. Mais c'était quand même moins que pour mon fils. Et ma fille, j'ai mis des stratégies en œuvre pour l'aimer plus vite parce que je voulais pas revivre la même chose en fait. Donc, j'ai donné un petit surnom, je l'appelle Choupette. Donc, jusqu'à maintenant, je l'appelle Choupette. J'essayais de jouer avec elle, j'essayais de lui parler. Au début, je me forçais un peu à faire les choses. Et après, c'est venu naturellement et surtout plus vite qu'avec mon fils. Donc, je regardais aussi Baby Boom. Je me rappelle quand j'étais enceinte de mon premier fils. Quand je voyais ces mamans qui, dès qu'elles accouchaient,
Et quand mettait l'enfant sur elle, c'est là, oh, c'était le plus beau moment de ma vie. J'ai senti que c'était l'amour. Moi, j'étais pas dans ce délire-là, mais alors pas du tout. Les débuts de la maternité pour moi, que ce soit pour mon fils ou pour ma fille, c'est quand même, j'ai toujours besoin d'un temps de démarrage. Pour mon fils, ce temps-là était quand même beaucoup plus long que pour ma fille. Et les sentiments que je ressens, on va dire maintenant, au jour d'aujourd'hui, mais mon fils, mais je l'aime tellement. Alors qu'avant, j'avais vraiment le sentiment de ne pas l'aimer parce que je me dis, mais j'ai rien fait pour qu'il soit là. Il est là comme ça. Bon, à un moment, il était dans mon ventre. Quelques minutes après, il n'est plus dans mon ventre. Après, on me ramène un bébé. À un moment, j'étais dans un délire en mode peut-être que c'est même pas mon fils parce que je l'ai même pas vu quand il est sorti. Ils ont pu l'échanger. Je sais pas quoi. En plus, il avait une tête. Il me ressemblait pas. Il ressemblait à son père, mais à son père bébé. Il avait une tête en fait de bébé chinois. Je vous mettrai une photo. Il avait une tête de bébé asiatique. Au point où une dame, pendant que j'étais à l'hôpital, elle me dit oh, votre enfant il a des origines asiatiques. J'ai dit non, pas du tout. Mais je me suis dit, mais elle est sérieuse elle. Parce que, imagine mon mec c'est un taré et tu lui dis ça, il va commencer à croire que je l'ai trompé avec un asiatique. Enfin bref, tout ça pour dire que les accouchements par césarienne, on ne s'y prépare pas assez. Même si la sage-femme, pendant le suivi de grossesse, on nous dit que c'est quelque chose qui peut arriver surtout en urgence, mais tant qu'on l'a pas vécu, on pourra jamais vraiment s'y préparer. Et je pense que le personnel aussi, il doit être quand même un peu plus... Eux, ça se voit qu'ils font ça tous les jours. Après, c'est pas un reproche. Eux, ça se voit qu'ils font ça tous les jours. Ils n'ont plus le côté bon, madame, si c'est pas ça, ça veut dire ça. Si vous arrive ça, ça veut dire ça. Mais en fait, ils savent pas que pour nous, c'est la première fois. Ou même si c'est pas la première fois, tous comment je vais dire, ces sentiments, toutes ces étapes qu'on va traverser, nous, on les connaît pas. On les découvre, en fait. Et eux, ils n'en sont plus là. Eux, c'est leur routine. Donc voilà, ils font ci, ils font ça, ils n'expliquent pas forcément. Toi, tu es là, tu comprends pas pourquoi. Et en tout cas, moi, ça m'a pas mal frustrée quand même de pas savoir exactement ce qui se passait, de pas comprendre pourquoi je ressentais ça, pourquoi je ressentais ci. Et aussi la culpabilité comment dire, que j'ai ressentie. Enfin, je trouvais que je culpabilisais pour un tout et un rien, quoi. Mon fils, il pleure, je commence à me dire, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Mon fils, il commence à avoir en plus, il a des coliques. À un moment, je lis sur internet qu'en fait, c'est le lait maternel qui peut provoquer les coliques. Je me dis, quoi? Mais en fait, on dit qu'il faut que c'est bien d'allaiter et tout ça. Et en fait, je suis en train d'empoisonner mon fils. Je me trouvais à pleurer parce que mon fils avait des coliques et que je pensais que mon lait empoisonnait mon fils. J'étais là en mode, mais non, mais c'est n'importe quoi. En plus, comme l'allaitement, ça se passait pas super bien. J'étais là en mode, mais j'insiste, pourquoi? Je suis là, je me fais du mal, pourquoi? C'est pour qu'après on me dise que c'est mon lait qui dérange, tout ça. La grossesse, mes deux grossesses complètement différentes. Les deux accouchements complètement différents. Les deux postpartum complètement différents. Je parle même pas du postpartum pour ma deuxième fille. Pour mon deuxième enfant. Je ferai une autre vidéo pour ça parce que sinon cette vidéo elle va être beaucoup trop longue. Donc si je dois faire une conclusion pour cette vidéo, pour les personnes qui regardent cette vidéo, qui sont enceintes, qui veulent avoir un enfant, qui viennent d'accoucher, qui ne comprennent pas trop ce qui se passe, trouvez-vous une bonne sage-femme. La sage-femme, je trouve qu'elle a une relation quand même un peu plus proche de nous. Une bonne sage-femme avec qui le feeling passe bien, avec qui vous vous sentez à l'aise de poser toutes les questions possibles, imaginables. Dites-vous que quel que soit ce que vous passez, vous n'êtes pas la seule. Vous n'êtes pas la première personne à qui ça arrive. Il y a forcément quelqu'un d'autre dans ce monde qui est passé par là. Vous n'êtes pas la seule. Dites-vous que c'est temporaire. Quelle que soit la situation que vous traversez, l'allaitement compliqué, les saignements, vous avez mal partout, la cicatrice qui fait mal, la cicatrice qui tire, le bébé qui pleure pour rien, dites-vous que c'est temporaire. Ça va forcément finir par passer. Les choses vont aller mieux. C'est ce qu'il faut se dire. Et la dernière chose que je peux dire, c'est de prier. Il y a des moments où j'étais tellement... Comment dire, je découvrais de nouvelles douleurs sur mon corps. Et à un moment, j'en arrivais à faire des prières de 30 secondes. Mais vraiment, j'étais là en mode Seigneur, s'il te plaît, il faut que tu m'aides à passer ce moment-là parce que je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver. Là où tu me vois, là, je suis sur le point de craquer, je suis sur le point d'aller m'enfermer dans la salle de bain et de chialer toutes les larmes de mon corps. S'il te plaît, Seigneur, aide-moi à passer ce moment. Et puis, comme par magie, je me sentais mieux. Comme par magie, j'arrivais à supporter un peu plus certaines choses. Donc, dites-vous que petit à petit, avec le temps, votre corps va guérir petit à petit, la situation va s'améliorer petit à petit. Ce n'est pas une fatalité, ne vous inquiétez pas, ça ira mieux. Comme on dit, j'ai vu une vidéo un jour qui disait, un mec qui disait l'accouchement ça fait pas si mal que ça, en tout cas ça fait beaucoup moins mal que de se prendre un coup de pied dans les couilles, parce que bizarrement les femmes, elles y retournent après. Donc on a beau se plaindre comme on veut,
si finalement on arrive à faire 2, 3, 4 enfants, c'est que c'est quelque chose qui passe. Et puis, Mère Nature est géniale, elle nous fait tout oublier. En tout cas, les moments les plus durs, bizarrement, on les oublie. Parce que moi, il y a plein de choses qui m'est arrivé que j'avais complètement zappé et que c'est quand j'y pense, je me dis, ouais, mais en fait, j'ai vécu la même chose pour mon fils. Donc, vous inquiétez pas, ça va finir par aller. Donc, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui sera certainement sur le thème de la maternité. Je sais pas encore, peut-être l'allaitement ou le postpartum. Et pourquoi pas, dites-moi ce que vous voulez voir dans les commentaires. Comme ça m'aidera à vous satisfaire. À la prochaine. Mouah.